Salut à tous et bienvenue pour la troisième FAQ de la chaîne, qui devrait normalement être la quatrième, mais j'ai sauté celle de l'année dernière, donc... Enfin bon, on fait pas ce qu'on veut, et je vous remercie beaucoup, vous avez été assez nombreux à participer. Pas grand chose à rajouter, on se lance tout de suite. J'ai pas d'idée de questions pour la FAQ, alors je passe. Comme ça que vous le prenez, hein. Oh très bien, si vous voulez prendre pas ça au sérieux, je me tire. Et moi qui ai fait l'effort de pas dire stupidement fac ce coup-ci. Enfin bon voilà, avant de commencer les vraies questions, je tiens à préciser que j'en ai sauté quelques-unes, certains de vos commentaires, parce que ça se répétait un peu, et aussi parce que il y a deux sujets qui ont tendance à revenir un petit peu, c'est-à-dire alors qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Et est-ce que tu pourrais faire ci ou ça en Disneyfield, Disneyfield HS ou React? Alors bon, la première question, vous n'avez pas suivi dans le détail, et c'est normal hein, que vous ne suiviez pas tout dans le détail, mais voilà, hein, depuis pas mal de temps, je fonctionne totalement en reste. C'est-à-dire que j'ai terminé ce que je voulais faire. Une fois de plus, quoi, la seule chose qui me reste vraiment à traiter, ce sont les nouveaux films Disney animés qui sortent au cinéma. Mais globalement, en termes de séries, de films Disney, de quelconque façon, j'ai terminé ce que j'avais à faire, quoi. Avec Winnie l'ourson, techniquement. Donc, ouais, c'est un peu terminé. La raison pour laquelle je continue, c'est parce que ça me fait plaisir de continuer à produire des vidéos et de voir vos réactions. Mais il faut bien comprendre que c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin et que je ne vais pas pouvoir continuer à faire ça sur cette chaîne pour la simple et unique raison que je ne gagne pas ma vie avec ça. Et que ouais, j'adorerais, hein, je sais pas, gagner au loto et continuer de faire des vidéos sur différents thèmes, ce que je voudrais faire, etc. Malheureusement, ça va pas se faire. Désolé pour ça. Donc voilà, certaines choses ne pourront pas se continuer et cette chaîne va drastiquement ralentir à partir de 2021. Faut vraiment vous y préparer quoi à partir de 2021. Je vais essayer de continuer à faire au moins un Disneyfield normal par mois pour compenser le Disneyfield HS qui resteront encore un petit moment. Mais vers mi-2021, ce serait très probable que je fasse même pas un Disneyfield par mois. Je virerai très probablement mon compte Tipeee parce que je trouverais que ce serait abusé de faire payer pour un truc où je produis pas régulièrement du contenu. Et oui, même s'il y en a qui adorent faire ça encore. Et voilà, ce sera un petit peu une pause dans la chaîne qui essaiera quand même de fournir régulièrement du contenu par rapport à une certaine liste de vidéos. Il y a une question qui me pose ça, donc j'y reviendrai. Mais voilà quoi, cette chaîne est beaucoup plus proche de sa fin que de son début. Parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et que malheureusement je ne peux pas poursuivre. Donc, voilà, hein, le planning, ce qui va suivre, c'est plus grand chose. Ensuite, donc, lorsqu'on propose donc des Disneyfield HS, les Disneyfield HS, je précise pour la 53e fois que ça se fait sur Tipeee. Les Disneyfield réguliers, ils sont déjà prévus jusqu'à fin 2020. Et voilà, ce qui va suivre, ce sera des petits trucs que j'essaierai de grappiller, mais pas rien de transcendant qui m'inspirerait beaucoup. Et ouais, les réacs que je prévois de faire, eh bien voilà, elles sont déjà un tout petit peu prévues, les listes. Par la suite, vous aurez donc un sondage dans pas très longtemps, vous l'avez eu juste avant, je ne sais plus exactement comment ça s'est goupillé. Ouais, ça se décidera après vous, et j'ai déjà des listes précises, hein. Vous ne pourrez pas me forcer à faire certaines séries en réac si j'ai vraiment pas envie de les faire, quoi. Et certaines séries réac que j'ai envie de faire, ben voilà, que je les retiens, je vous les reproposerai, et au bout d'un moment, je ralentirai le rythme aussi pour ça, parce que ce serait un peu du foutage de gueule de faire seulement majoritairement des réacs sur cette chaîne, et c'est tout, quoi. Donc, on verra un petit peu pour ça. Mais bon, voilà, hein, il faut vraiment garder en tête que cette série est sur sa fin et que vous pouvez avoir des suggestions, hein, c'est clairement pas un problème, mais attendez-vous pas à ce que ce soit automatiquement répondu à la positive. Hein, parce que ça risque pas d'arriver, surtout à partir de 2021, où je vais devoir retrouver du boulot à côté de ça pour pouvoir sustenter. Sinon, ça sera pas bien. Hein. Sinon,
ça passera pas bien. Donc voilà, hein, que ce soit clair, hein, toutes les questions de ce type-là, je les ai sautées. Il y a certains cas où j'ai répondu directement parce qu'on m'avait déjà posé la question avant, j'avais pas envie de me répéter trop. Bref, maintenant que c'est fait, on se lance dans les questions qu'on m'a posées sur ma dernière mise au point, en commençant par: as-tu une phobie? Pas particulièrement. Voilà, je peux avoir peur de certains trucs, hein. Vous me foutez à poil dans la savane face à une quinzaine de lions enragés. Oui, j'ai un petit peu la trouille à ce moment-là, mais j'ai pas de phobie particulière. Voilà, j'ai pas peur particulièrement d'un type d'insecte, d'être seul, d'être enfermé sur le truc. À ma connaissance, j'ai pas vraiment de phobie. Est-ce que je ferai tous les épisodes de la série Totally Spice dans Totally Splash? C'est prévu, c'est l'objectif. Voilà, et c'est le truc qui, je pense, continuera de faire perdurer ma chaîne après 2021 jusqu'en fin 2022, parce que voilà, j'ai envie de faire un truc qui va jusqu'au bout avec un objectif qui est long à atteindre, mais quand même pas inatteignable. C'est pas les feux de l'amour ou Plus belle la vie où ils sortent un épisode tous les 2 jours. Enfin, techniquement, ils sortent un épisode 5 jours sur 7 toute l'année, donc c'est impossible à rattraper. Là, ça peut se rattraper en s'y consacrant suffisamment. Donc, ouais, j'espère faire ça. C'est un peu mon objectif. Pour l'instant, je suis toujours inspiré, hein. On approche de la fin de la première saison, donc hein, ça a l'air bien parti. Et le film aussi, il fera partie du lot. Évidemment, hein, le film qui est sorti entre la saison 5 et la saison 6, bah, je traiterai dans l'ordre chronologique de sortie. Voilà, hein, c'est ce qui est prévu. Je ne peux pas vous promettre à 100% que ça se fera. Hein, il peut y avoir des impondérables, il peut y avoir une perte d'intérêt qui peut se manifester, hein, c'est pas impossible, mais c'est prévu que j'aille jusqu'au bout. J'en ai déjà parlé ça. Quelles sont les uchronies que tu préfères? Alors c'est difficile parce que je n'ai pas tant que ça en tête des uchronies honnêtement. Voilà, ouais, Watchmen, j'adore l'Uchronie montrée dans Watchmen, qui montre bien ce que serait l'état de la guerre froide s'il y avait des super-héros pour épauler les États-Unis. Une fois de plus, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'Uchronie qui est mise en place dans la BD Blake et Mortimer, où techniquement il y a eu une troisième guerre mondiale qui a suivi de peu la deuxième. Et donc, même s'il y a pas mal de similitudes avec donc l'histoire telle qu'on la connaît, il y a ce truc-là en plus et certaines technologies, certaines choses qui diffèrent un petit peu. Je trouve ça plutôt bien mené au sein de la BD et je trouve un peu dommage que dans la série animée, ils aient pas un peu tablé là-dessus. Sinon, j'ai pas d'exemple précis en tête. Les uchronies, ça peut être très bien foutu. En règle générale, c'est bien pensé, ça peut donner quelque chose de très bon. Est-ce que j'ai vu l'épisode d'Has-Been Hotel? Oui, et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était bien. Alors après, j'ai quelques réserves pour la suite. Pour certaines raisons. Déjà, d'une part, étant donné que c'est une fan série, en gros, si j'ose dire, une série autodidacte, ça risque de prendre énormément de temps pour se faire épisode par épisode, ce qui fait que la hype de la chose risque de se perdre un tout petit peu, je trouve. Hein, mais bon, ça c'est c'est le détail. Le truc qui me gêne un petit peu par rapport à ça, c'est le fait que j'ai un peu peur que ça reste dans ce ton hyper cynique et qu'il n'y ait pas de vrai développement notable de personnages. Là, on met les pions en place, donc il y a beaucoup de choses à instaurer et c'est normal de ne pas mettre un grand développement ultra fort de perso. Mais j'ai un petit peu peur que ça reste surtout sur le ton cynique, que nos persos ils essayent de participer à un truc en lequel ils ne croient pas et ça ira pas plus loin. Et j'espère que ce sera un peu plus que ça, j'espère qu'on se penchera un peu plus sur la psyché des personnages et qu'il y aura certaines évolutions, certains conflits de mentalité qui pourraient amener à quelque chose. Ce ne sera pas juste du gros délire autour d'un concept avec des personnages hauts en couleur et puis c'est tout. Voilà, j'ai un petit peu peur pour ça. Mais cet épisode est bon, l'animation est rythmée et bien foutue, on est pris dedans, ça a vraiment sa patte particulière. Les personnages ont une personnalité qui se démarque bien et qui les rend assez mémorables. Et ouais, ça pose pas mal de choses qui peuvent promettre beaucoup par la suite. Faut voir par la suite. Voilà. Mais bon, hein, c'est un pilote qui fait bien son effet, c'est sûr. Alors Léo, t'as craché tellement de questions à la suite que je pense que je vais répondre assez vite à toutes et peut-être même en sauter une ou deux. Alors, est-ce que j'ai vu la vidéo de MJ sur Far From Home? Pas encore.
J'ai déjà vu sa vidéo sur Homecoming et même quand j'avais pas vu le film, je trouvais que c'était abusé la façon d'insister sur des détails qui, pour moi en tout cas, n'étaient pas si graves que ça. Et j'ai le sentiment que c'est un petit peu l'effet qui me fera. Mais bon, un de ces quatre, il faudra que je regarde pour voir ce que ça donne. Mes actrices préférées, je les ai pas en tête. Tout de suite. Je fais rarement un concours de qui sont mes acteurs, mes actrices préférées. Et honnêtement, je ne te cache pas que ça me vient pas comme ça. Voilà, acteur préféré, je dirais Bruce Willis, fut un temps, même si depuis quelques années, pas trop. Mais actrice, j'en ai aucune qui se démarque particulièrement par rapport à d'autres, même si j'en adore beaucoup, bien sûr. Est-ce que je trouve que ce soit malsain d'aimer My Little Pony, la série? Non. En fait, même My Little Pony autrement, hein, vous savez, c'est pas malsain d'apprécier des trucs, des dessins animés, même s'ils sont destinés aux enfants. Le truc, c'est de savoir comment gérer ça. Et oui, il y a certaines personnes qui gèrent ça de façon un peu malsaine. Et malheureusement, étant donné que il y a une communauté assez grande de fans de My Little Pony, on a tendance à être un petit peu pris dans les travers les plus discutables de cette fanbase. C'est vrai que ça peut être ennuyeux, mais c'est pas mal ça en soi d'aimer ça, quoi. Il y a énormément de séries qui sont appréciées, de trucs destinés aux enfants ou aux plus jeunes qui sont appréciés par les adultes, et ces gens-là, on les ostracise pas, c'est pas malsain en soi d'aimer la série. Qu'est-ce que je pense de Beowulf? J'imagine que c'est par rapport à la vidéo du Fossoyeur de film. Et ben vous savez quoi, je pense plus ou moins la même chose que lui. Bon, je vais pas autant dans les détails sur certains points, mais ouais, autant visuellement, au point de vue technique, c'est discutable, mais ce que ça raconte, j'aime beaucoup. Alors, quels sont mes biopics préférés? J'ai rien de précis en tête à ce niveau-là. Mon film de la précédente décennie préférée, là, j'ai pas vraiment fait un concours dans ma tête. Je sais pas, de but en blanc, je dirais à la poursuite de demain. Je crois, c'est ça. Ensuite, est-ce que je suis autiste? Pas à ma connaissance. Mon perso de Star Wars préféré, comme ça, rapidement, Han Solo, mais c'est parce qu'il faut choisir quelqu'un. Est-ce que je considère Batman v Superman comme un mauvais film? Oui, à titre personnel. Désolé. Est-ce que j'ai vu Portrait de la jeune fille en feu? Non. Est-ce que j'ai vu les séries Gotham et Watchmen? J'ai pas vu Gotham, j'ai pas du tout envie de voir cette série, ça m'attire pas du tout. Watchmen, oui, un de ces quatre, faudra que je le regarde, mais j'ai pas encore vu. Les méchants de films et de séries télé préférées, c'est super vaste. C'est super vaste. Jafar, hein, je peux envoyer à Jafar dans l'absolu, et en termes de séries télé, allez, Pile crypto, voilà comme ça, mais j'ai rien de super précis à nouveau. Est-ce qu'il existe un ou des films québécois qui me plaisent? Eh ben, à ma connaissance, non. Ou alors peut-être que j'ai vu un film québécois sans m'en rendre compte, en pensant qu'il était juste français, mais je pense que les films québécois, vous devez quand même mettre un petit peu en avant votre accent, donc j'en ai pas vu. Voilà, alors n'hésitez pas à me proposer des films québécois qui valent vraiment le coup d'œil, qui sont super spéciaux, etc. Peut-être qu'un de ces quatre, je regarderai un ou deux, mais une fois de plus, je vous préviens que je suis clairement pas un cinéphile et je m'intéresse à une diversité assez faible en matière de cinéma. Voilà, hein, c'est pas une attaque envers votre pays, il y a énormément d'autres pays dont je regarde pas les films non plus, vous voyez. Hein, enfin, le Québec, techniquement, c'est une région et pas un pays, même si il y en a qui adoraient que ce soit un pays. Je me souviens que ça s'est joué à 3 fois rien, quoi, lorsque on a proposé ça. Enfin voilà, n'hésitez pas à me proposer quelques films québécois qui seraient vraiment particuliers, si vous m'avez suivi et que vous me cernez un petit peu, qui pourraient être dans mes goûts aussi. Et à ce moment-là, oui, je pourrais essayer d'y jeter un œil. Sinon, question suivante. Quelle série Disney j'ai préférée? Tiré d'un film par exemple, ma série Disney préférée animée, c'est Phineas et Ferb. Tiré d'un film, pour l'instant que j'ai fini de voir, c'est La Légende de Tarzan, mais elle a l'air vachement prometteuse, la série Réponse. Dans pas longtemps, je me verrai les saisons 2 et 3 pour me faire un avis global et faire une critique Disneyphile globale de toute la série et pas seulement de la saison 1, et vous saurez si oui ou non c'est ma préférée ou pas. Lorsque les sujets viendront à manquer, vers quoi je compte m'ouvrir? Malheureusement rien, comme je l'ai dit. Ça sera bientôt la fin de la chaîne. Alors il y a certains trucs qui pourraient m'inspirer, mais j'aurai clairement pas le temps puisque j'aurai besoin de trouver un vrai boulot à côté, quoi. Durant mes années sur YouTube, quel logiciel de montage j'ai utilisé et quel est mon
appréciation globale du montage de mes vidéos. Alors bon, déjà, logiciel de montage, il y en a eu deux en tout et pour tout dans ma vie. C'est Windows Movie Maker pour les tout premiers Disney Files que j'ai fait. Alors ceux que j'ai fait en V2 parce que c'était pas génial. Mais bon, au début j'avais aussi une caméra de merde, hein. Et sinon, après, ça a toujours été le même. Bon, version améliorée à un moment donné, mais c'est Pinacle Studio. Voilà, c'est ça le logiciel de montage que j'utilise, Pinacle. Ensuite, mon appréciation sur mes montages, ben c'est... Je dirais que c'est suffisamment compétent, mais pas non plus... ça vole pas super haut. Il y a des gens qui font une tonne d'effets, de mise en scène, de rapports d'image, etc. sur leurs vidéos pour donner un aspect particulier à leur critique, à ce qu'ils font partager. Moi, ben, je fais la base, quoi. Je dis, ah oui, je me filme, je montre bien ce qu'il faut montrer pour illustrer les choses. Quand il y a besoin de faire une petite illustration à côté, ben, je mets un petit morceau, une petite image sur le côté, tout ça, tout ça. C'est des trucs de base que énormément de gens peuvent faire en se familiarisant un petit peu avec le montage, quoi. Je fais quelque chose qui est dans mes compétences parce que j'ai le sentiment que je risque plus de rager qu'autre chose si j'essaie d'aller plus loin. Et je pense que je fais quelque chose d'acceptable en soi. Mon but, c'est plutôt le texte et comment je le mets un petit peu en scène via un montage très simpliste. Voilà, je nie pas une seconde que mon montage, dans l'idée, il est très simpliste. Mais je reste assez compétent pour faire bien passer les critiques que je veux faire. Voilà mon appréciation sur mes montages, en gros. Excusez-moi de te poser la même question. Ok, mais entre Nadia et le secret de l'eau bleue et Atlantide l'Empire perdu, lequel est le pire? Pour toi, ben... Je suis un petit peu, mon petit. Excuse-moi. J'ai dit dans ma critique que je n'aimais clairement pas Atlantide l'Empire perdu et que j'appréciais Nadia en dépit des problèmes que j'ai avec. Donc voilà, fais le calcul logique. Est-ce que j'ai prévu de faire un Disney Film sur les jeux vidéo Disney? C'était prévu fut un temps, envisagé fut un temps, mais je me suis rendu compte que c'était un peu trop complexe et je sais pas, si un de ces quatre, j'envisage un tout petit peu de faire ça. Voilà, vous savez, lorsque j'aurai vraiment plus le temps et que je ferai genre un Disney Film par mois, un truc comme ça, ce serait très certainement à partir d'images déjà faites, déjà trouvées, quoi. En essayant de jouer un petit peu de mon côté, mais je pense que je mettrai plus en avant la critique de la mise en scène, de ce que raconte le jeu vidéo, que du gameplay, en fait. Voilà, si je fais ça. Mais il faudrait aussi que je vois si ça plairait aux gens, quoi, parce que ce serait pas une critique vraiment complète et dirons-nous, honnête du jeu vidéo en tant que tel que d'une partie de ce que le jeu vidéo propose. C'est pas tout à fait pareil, ça. Voilà, enfin bon, c'est pas prévu dans l'immédiat en tout cas. Je pense quoi des jeux, séries, films qu'on a eu autour de la franchise Sonic? Il y en a eu des tas et des tas. Et j'en ai pas joué à tous, surtout les principaux, et le jeu de rôle sur DS qui était plutôt sympathique, même si la difficulté était moyennement dosée. Sinon, ouais, quoi, c'est sympa comme jeu de plateforme. J'ai toujours préféré les Mario, personnellement. Est-ce que je connais la série Yu-Gi-Oh! Abridge? Oui. Hein, Little Kuribo, c'est un précurseur dans son genre. Il me semble que c'est le tout premier à avoir lancé le concept de série abrégée et c'est toujours aussi sympa à regarder. J'ai remarqué que j'ai la mention des doublages belges. J'ai fait la mention de doublage belge nulle part dans une de mes vidéos. Oui, alors juste un truc par rapport à ça, il faut qu'on me donne quelques petites indications sur comment c'est censé fonctionner parce que le peu que j'en sais, moi, c'est que des fois, pour certaines séries, certains films, enfin surtout en termes de séries, on fait appel à des studios belges pour le doublage français européen. Donc le studio qu'on a sur tout le continent. Et il y a le doublage belge qui est à part à côté, en règle générale. Et il me semble que c'est comme ça notamment pour Avatar. Avatar, le doublage, il me semble qu'il s'est fait en Belgique. Et c'est exactement les mêmes voix qu'on a. Il me semble aussi que c'est pareil avec Gravity Falls. En tout cas, le doubleur, le comédien qui double Oncle Stan, il est totalement belge. Et ouais, ça se remarque pas particulièrement qu'il est belge, quoi. Donc, ouais, quand je dis doublage français,
non québécois, VFF, oui, faut plutôt prendre ça comme la version européenne, quoi. Mais il me semble que c'est ça, n'hésitez pas à me reprendre s'il existe des versions françaises et des versions françaises belges différentes sur certaines œuvres. À ce moment-là, je sais pas, j'apprendrai des trucs. Il me semble que c'est comme ça que ça se passe. Et donc voilà, je fais pas trop la différence, c'est le doublage qui a été vraiment fait pour toute l'Europe, toute la francophonie d'Europe. Bref, quand tu es dans un forum sur les réseaux sociaux ou ailleurs, quand tu discutes avec quelqu'un sur internet, est-ce que généralement je tutoie ou je vois? Alors c'est peut-être pour ça que ta première question, t'hésitais entre le tutoiement et le vouvoiement. Excusez-moi de te poser la même question. Excuse-moi, je taquine. Ouais, alors j'ai tendance à tutoyer un petit peu par défaut. Mais honnêtement, je suis un petit peu ce que l'autre veut en fait. Personnellement, je respecte totalement comment les gens veulent qu'on les traite. S'ils se sentent plus à l'aise en vous voyant quelqu'un, eh ben je vous vois aussi la personne. Voilà, je suis un petit peu l'ambiance, ce que veut l'interlocuteur en termes de vouvoiement et de tutoiement. Tout simplement. Et bon, étant donné que la plupart des gens sont plus à tutoyer, j'ai tendance à partir plus automatiquement vers le tutoiement. Mais si les gens veulent qu'on se vous voit, ben on se vous voit, ça ne me pose pas de problème. Je m'adapte. Est-ce que je compte participer à des conventions dans le futur, style Japan Expo? Alors, fut un temps, j'avais un petit peu envisagé ça, maintenant ça me paraît assez peu probable. C'était jamais peut-être un de ces quatre, si je m'en sens vraiment, mais sur le coup, je vous cache pas que c'est pas prévu dans les médias, je suis désolé. Est-ce que je compte plus tard faire appel à un monteur pour mes vidéos afin d'avoir plus de temps pour autre chose? Ah, j'adorerais avoir cet argent-là. Malheureusement, je l'ai pas. Voilà, hein, il faut vraiment que vous vous rendiez compte que je gagne pas ma vie avec ces vidéos, malheureusement. J'adorerais, mais c'est pas le cas. Et comment est-ce que je me vois dans 5 ans? Oui, c'est un... C'est un entretien d'embauche. Alors, je me vois PDG, enfin assistant PDG de l'entreprise, en ayant bien bossé et en... je sais pas exactement. Oui, dans 5 ans, bah, je me vois faire un métier pour rapporter des sous et survivre et continuer ma chaîne avec des petits trucs régulièrement, quoi. Parce que je pense que je suis suffisamment attaché à cette chaîne pour continuer à la faire vivre un tout petit peu, même si à rythme beaucoup moins soutenu dans le futur. Voilà. Comment je peux voir dans 5 ans? Est-ce que je compte aborder d'anciennes séries dans mes réacs, comme Buffy contre les vampires, Angel ou encore Charmed? Alors, intéressant que tu dis ça, parce que ces 3 séries, je les connais déjà, donc ça y arrivera très clairement pas en réaction à chaud, une fois de plus, parce que je les connais déjà très bien, ces séries-là. Et ouais, j'ai déjà proposé des séries un peu plus anciennes, genre Dark Angel, Gargoyles, des séries plutôt anciennes, ça. Donc, voilà, hein, j'en proposerai. Si c'est choisi, si c'est décidé, ben, je déciderai ça. Peut-être qu'un de ces 4, je ferai une liste spéciale vieille série des années 90, voire un petit peu avant. C'est pas impossible, mais voilà, c'est déjà fait et je compte certainement proposer des séries comme ça dans le futur. Si un jour tu faisais un top 10 des pires couples Disney, y mettrais-tu le couple Donald-Daisy? Alors déjà, c'est clairement pas prévu ça, en termes de top 10. Il y a des couples qui sont assez peu mémorables, un peu plats, mais je veux dire, à part le couple Donald-Daisy, comme tu le dis, et j'en sais rien, le couple Bog et comment elle s'appelle cette connasse dans Strange Magic? Enfin bon, voilà, le couple de Strange Magic, je vois pas énormément de couples Disney qui sont particulièrement irritants. Il y en a qui sont plats et pas mémorables, mais pas particulièrement irritants, quoi. C'est pas vraiment un sujet qui m'inspire beaucoup, quoi. Est-ce que j'ai vu la formula sur Star Wars 9 et Disney+? Oui. Et voilà, je suis pas toujours d'accord avec MJ, c'est sûr, mais je le rejoins plutôt bien sur son avis concernant la postologie et sur Disney+, aussi. Hein, voilà, ça m'attire pas particulièrement ce truc-là, et vu ce qu'il en a montré, ben, ça me donne pas particulièrement envie de m'inscrire tout de suite à Disney+. Faut m'excuser. Où est-ce que j'ai vu Christine Chenoweth pour la traiter de bonne actrice et chanteuse? Ben, je l'ai vue dans Descendants 1. Et dans Descendants 1, c'est une bonne actrice et une bonne chanteuse.
Voilà. Sinon, moi aussi, j'ai un petit peu vu ses participations dans Glee, elle passait bien, mais ouais, quoi, quand j'ai dit que c'était une bonne actrice et chanteuse, je voulais dire au sein du film, hein, j'ai pas suivi sa carrière, je suis désolé. Voilà, c'est tout, hein. Dans d'autres circonstances, avec un ton un peu différent, elle aurait pu faire une très bonne parodie de Maléfique, et elle reste assez plaisante à suivre en dépit des grosses conneries qu'on fait autour du personnage. Maintenant, tu n'y couperas pas. Ah oui, alors là, je sais pas pourquoi tu fais une telle fixette là-dessus, mais tu vas enfin avoir une réponse et je suis sûr que tu vas adorer cette réponse-là. Dans la franchise Winnie l'ourson, que penses-tu des gourous? Pas grand-chose. Ce sont des mamans et enfants types où on en voit 50 000 fois, quoi. Le petit gamin mignon, un petit peu niais qui veut s'amuser, et la maman un peu responsable, avec le ton doux, etc., qu'on a vu 50 000 fois, voilà. J'en pense rien, ce personnage totalement passable et pas ultra intéressant. Waouh! Ah, je suis sûr que ça a dû t'exciter cette réponse-là, hein. J'espère que tu es content d'avoir patienté aussi longtemps. Donc Coraline, est-ce que j'aime l'autre mère comme méchante? J'en ai pas trop parlé. Est-ce que j'aime son design final en araignée? Alors, le truc avec Coraline, c'est que pour moi en tout cas, hein, mais je pense que ça se ressent quand même pas mal dans la mise en scène, c'est vraiment au centre de tout Coraline, quoi. C'est Coraline qui est au centre, c'est sur elle qu'on se focalise, et les autres personnages ont presque un rôle de fonction pour moi. La maman, le père, les personnages d'à côté, hein, même s'ils sont un peu des gimmicks. Le seul personnage à avoir un tout petit peu de développement et être un tout petit peu plus subtil, profond dans son rôle, c'est YB vers la fin. Mais sinon, ouais, c'est ça, tout se suit du point de vue de Coraline et c'est elle la seule à vraiment avoir du développement notable pour moi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, quoi. Ça, c'est se donner un style où c'est vraiment un seul personnage qu'on suit. Et à ce niveau-là, l'autre mère, ben, elle a un rôle fonction, quoi. C'est le gros monstre qui veut bouffer des enfants. Et ouais, quoi, elle le fait bien passer, quoi, dans sa façon un petit peu vislarde de manipuler la fille et de s'énerver lorsqu'elle n'est pas de son avis, quoi. Mais voilà, c'est le gros monstre qui veut bouffer des enfants, quoi. Et c'est plutôt par rapport à la réaction de Coraline qu'elle est intéressante à suivre. Voilà, par rapport à la menace qu'elle représente pour Coraline. Et ce qu'elle a fait avant, hein, on montre un petit peu ses exactions. En tant que personnage, comme tous les autres, quoi, c'est pas ce que j'appellerais de l'écriture ultra profonde, puisque c'est seulement un personnage qu'on veut afficher. Donc voilà ce que j'en pense particulièrement. Hein, et sinon, est-ce que j'aime son design final en araignée? Oui. Oui, comme je l'ai dit, il y a un jeu sur le design et sur l'ambiance qui est très fort dans le film et ça ne coupe pas ce design-là. Alors, est-ce que, vu que je suis beaucoup la chaîne de ces dessins animés-là, j'ai vu une des séries qu'ils ont présentées ou pas du tout? J'en ai vu des tonnes. Sérieusement? Bon, j'ai pas tout vu, c'est sûr, mais j'en ai vu quasiment un tiers, un truc comme ça, hein. Phineas et Ferb, Code Lyoko, Argyle. Je sais pas tout en tête, hein. Je vous avoue que j'ai pas non plus la liste là tout de suite, mais il y a quand même une bonne une partie pas anodine de séries qu'ils ont traitées, que j'ai déjà vu, hein. Vas-tu un jour parler de la censure chez Disney dans les différents films qui y ont été touchés? Je vous cache pas que c'est un domaine dans lequel je me sens pas particulièrement expert. Voilà, j'aurais pas l'impression de dire quelque chose de très intelligent, très recherché pour décrire ça. Le mieux que je pourrais faire, c'est peut-être dans un futur un peu éloigné, faire un top 10 des censures chez Disney dans leurs films animés les plus notables. Du genre le centaure serviteur noir dans Fantasia ou les armes de Jumba qui ont été remplacées par des conneries dans Lilo et Stitch par exemple. Je pourrais peut-être faire un truc là-dessus. C'est pas la chose qui m'inspire le plus, je te cache pas. C'est le mieux que je peux te promettre. Peut-être un de ces quatre, un top 10 pour noter ça, au cas où des gens connaissent pas, parmi ceux qui regardent ma chaîne. Mais j'aurais pas quelque chose de très profond à dire dessus. Et d'autres, je pense, le feraient mieux que moi.
quel est l'élément déclencheur qui a fait que j'ai décidé de faire ma propre chaîne? Alors là, AS, je te renvoie à ma vidéo réminiscence qui commence à dater un petit peu, hein, où j'ai vraiment expliqué d'où j'ai connu Internet, ce qui m'a fait m'y lancer et ce qui m'a fait m'intéresser aux nostalgia critiques et lancer ma propre chaîne. Est-ce que je pense que les prochains Disney Pixar pourraient battre Toy Story 3 ou La Planète au Trésor à mes yeux? Tout est possible, ce ne sont pas des films parfaits, il y a toujours la possibilité que ce soit battu. Donc ouais, c'est possible, mais ça va être difficile. Voilà. Est-ce que j'ai une idée pour le Disney Feel 200? Non, je suis même pas sûr de l'atteindre, mais voilà, ce sera sans doute pas quelque chose d'aussi long que ce que j'ai fait pour le centième. J'en suis pas encore là et j'avoue que j'ai pas d'idée précise. Quel film traiteras-tu quand tu auras fait les Disney séries qui te manquent? Comme je l'ai dit, pas plus, hein? Ah, je vais ralentir le rythme de toute façon, donc je pense que j'aurai largement de quoi avec les nouveaux films et séries qui sortiront pour continuer le petit rythme que j'aurai. Est-ce que j'ai déjà vu un match de football? Non, je ne suis pas foot. À la télé, j'ai rapidement suivi ça avec mon père parce que c'est son truc, mais sinon, ce n'est pas du tout mon truc le foot. Désolé. Quel est l'âge moyen des spectateurs de mes vidéos? Alors, c'est pas clair à 100% parce que j'ai juste des tranches d'âge en pourcentage sur les analyses de ma chaîne. Donc en gros la grande majorité, enfin la majorité genre 40% mes spectateurs ont entre 18 et 24 ans. Et il y a une partie assez importante de presque 20% qui ont entre 25 et 35 ans. Un truc comme ça, 25 et 34 ans, je ne sais plus exactement les nombres exacts. Donc voilà, en gros, dira-t-on, ça doit être autour de 24 ans, l'âge moyen, un truc comme ça, quelque chose dans ce genre. Tu penses qu'un comédien de doublage est plus doué quand il a une voix inconnue et reconnaissable, ou quand au contraire il sait modifier sa voix pour coller au personnage? Là, je décrypte un petit peu, il y a un problème de formulation, hein, mais bon, j'ai parfaitement saisi ce que tu voulais dire. Donc... alors, si vous avez suivi le top 15 persos que j'ai fait là-dessus, je peux pas nier que, au bout du compte, ce qui m'aura le plus, qui m'aura le plus marqué, c'est quand un comédien sait avoir une voix notamment totalement reconnaissable. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jack France, Richard Darbois et Féodor Atkin. Ils ont leur timbre de voix très particulier qui fait qu'on les reconnaît. Après, ils savent quand même le changer, mettre suffisamment de différence de timbre pour que chaque rôle sonne un peu différent des autres. Mais on reconnaît direct en les entendant qui ils sont et qu'ils ont une voix particulièrement reconnaissable et impactante. Donc ouais, c'est plus le premier cas, mais il faut quand même savoir évidemment modifier, modeler un petit peu sa voix pour coller au personnage. C'est quand même un minimum requis pour savoir faire du doublage et se faire une place dans ce milieu, c'est évident. Est-ce que je pense qu'un jour je pourrais regarder Miraculous Ladybug? Alors, j'ai vu la première saison, c'est correct sans plus pour moi. Voilà, hein, en me regardant la première saison, je vois vraiment pas ce qu'il y a de si génial pour que les gens crient au génie par rapport à cette série. Mais voilà, il y a une espèce de fixation extraordinaire par rapport à Miraculous Ladybug, qui m'étonne pas mal au vu de la première saison, honnêtement. Et bon, le fait est qu'il y a quand même suffisamment de points pour me plaire dans la première saison, hein. J'apprécie le caractère des personnages, pas mal de créativité visuelle. Le fait que l'animation quand même soit bien foutue hein, pour une série 3D, alors qu'à côté il y a énormément de séries animées en 3D qui sont assez bof hein, dans l'animation. Des choses qui me plaisent. Après, il y a pas mal de scénarios, de situations qui sont un peu forcées. On voit venir énormément de choses, de situations qui se répètent. C'est vrai que c'est très une formule qui se répète dans l'histoire. Et le fait de jouer à la légère autant de choses qui pourraient être vraiment graves, comme le fait que la quasi-totalité des amis de notre héroïne se font posséder et risquent donc de ne pas en sortir, le fait qu'on joue aussi légèrement là-dessus à chaque fois, je trouve que ça perd en poids, honnêtement. Mais bon, peut-être que c'est mieux joué dans la saison 2 et que ça gagne un petit peu en sérieux par la suite. Les scénarios et la façon qu'ont nos personnages de prendre
ces défis-là, j'espère, hein, donc ça pourrait améliorer les choses. Mais bon, je pense que je regarderai les saisons suivantes parce qu'il y a suffisamment de bons points qui m'ont plu dans la saison 1. Mais faut pas trop vous attendre à ce que je sois extasié par la série. Selon moi, quel changement de l'efficacité des directions artistiques devrait être apporté au probable remake d'Atlantide pour que j'ai un avis plus favorable à l'original? Beaucoup de choses. Aller au-delà du gimmick débile pour les personnages secondaires, mieux amener vos éléments, pas faire de gags à la con qui gâchent la mentalité des personnages dans les pires moments. Et voilà, éviter les justifications de merde, quoi. Le coup de Babel, c'est un doigt d'honneur horrible pour moi. Il y a énormément de choses à améliorer et je trouve que oui, on peut faire un film pas mal autour de ça. Après, honnêtement, un remake d'Atlantide, moi j'irais clairement le voir parce que je sais pertinemment que les gens seront ultra curieux si ça sort et que moi je donne pas un avis là-dessus, mais je vous cache pas que c'est pas non plus un truc que j'attends impatiemment, un remake d'Atlantide, hein. Mais bon, hein, à partir de la même base, on peut faire quelque chose de bien. À partir de la base qu'on nous a donnée, on a fait quelque chose de pas bien pour moi dans le film animé, c'est tout. Bon, là, c'est plus une question concernant mon décor. Est-ce que je possède chez moi un poster de Megamind? Oui, t'en as trouvé un, ok. Alors j'apprécie l'idée de vouloir m'envoyer des trucs. J'ai pas de boîte mail spécifique. Ouais, vous savez, de boîte mail de substitution, donc je suis obligé de donner mon adresse à chaque fois, ma vraie adresse, ce qui peut être un peu problématique. Et le fait est que non, j'ai pas de poster de Megamind, mais les posters, je les affiche pas à fond sur mon mur, quoi. Je les ai affichés pour donner une espèce de vie au décor derrière moi, maintenant que j'ai cette grande armoire pour ranger derrière, grande étagère qui appuie totalement mon décor, ben, ces deux posters que j'ai suffisent amplement pour moi. Et ouais, quoi, le poster par exemple de Toy Story 3, il est gros, j'arrive à le caser nulle part, il tient pas, il me casse les couilles. Tu sais, j'adore le film, vraiment, hein, mais voilà quoi, j'aurais vraiment pas la place de mettre des tonnes de posters chez moi, quoi. C'est pas un des premiers trucs qui m'attirerait. Hein, voilà, un truc qui m'a attiré, c'est quand on a proposé de me donner une Funky Pop. J'oublie toujours le nom de ce truc, j'avoue que je fais pas trop gaffe au truc. Là, c'est moi, un modèle de moi qu'on m'a envoyé, ça m'a fait super plaisir. Un petit truc comme ça, un poster. Je vous cache pas que, ouais, si vous me l'amenez, je le posterai sur mon mur pour vous faire plaisir, mais il faut pas vous attendre à ce que ce soit quelque chose qui me fasse grimper au rideau, quoi. Même si je suis très touché par l'intention, hein, je tiens à le préciser. Hein. Est-ce que j'ai vu la vidéo Dean the Panda sur Disney? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'imagine que c'est sur le Disney des années 2000, parce que s'il y en a une autre, je l'ai pas vue celle-là. J'en ai pensé pas grand-chose honnêtement, ça allait, c'est pas non plus sensationnel. Je veux dire, la mise en scène est quand même beaucoup mieux recherchée que sur mes vidéos, c'est sûr, mais au bout du compte, ce que ça se résume, surtout le propos véritable de la vidéo, à lui qui donne son avis sur les différents films qui sont sortis durant cette période-là. En disant que ouais, c'était un coup bas pour Disney. Alors, moi j'ai aimé ce film, j'ai pas aimé ce film, gna gna gna. Ok, c'est bien. Ah, tu donnes ton avis, c'est un peu résumé donc c'est pas non plus très détaillé. C'est cool. Voilà, je trouve pas cette vidéo extraordinaire de réflexion personnellement. Je savais pas mal de trucs qu'il a dit en termes d'information et ses avis, ben voilà, c'est ses avis. Des fois je suis d'accord, des fois je suis pas d'accord. Voilà. Est-ce que je suis marié ou en couple? Non, je suis seul. De toutes les séries réac, quelle est celle que tu as le plus aimé faire et le moins aimé faire, que ce soit en termes de qualité ou en termes de plaisir de création? Alors, très intéressant. Donc en termes de qualité pure, je pense que la pire pour moi c'était Witch. Je veux dire, ça m'irritait pas mal. Star Butterfly, mais je vous cache pas que la quatrième saison, je vous jure, la quatrième saison a rattrapé pas mal de choses. Je suis bien content d'avoir vu cette quatrième saison. Witch, non. Non, quoi. Il y a eu des pics de qualité, mais globalement, c'était
c'était plus énervant qu'autre chose tout le long, quoi. Et genre, c'est le plus gros regret que j'ai, même si c'est pas vraiment un regret techniquement. Disons que je regrette pas d'avoir fait ça, mais disons que il y a d'autres cas où j'aurais largement préféré m'y pencher que Witch. Après, j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop mal. D'ailleurs, c'est pas celui que je regrette le plus en termes de création. En termes de qualité, celle que j'apprécie le plus, c'est Game of Thrones. Ah ouais, c'était vraiment particulier de suivre cette série qui est parmi mes préférées maintenant. Sinon, donc en termes de plaisir de création, celle que je préfère, c'est celle sur Détective Pikachu, le jeu vidéo. Parce que, honnêtement, c'était déjà un exercice très différent de d'habitude, où je vais réagir pas seulement au scénario qu'on nous présentait, mais sur la logique de jeu vidéo à côté. Et je trouve que, personnellement en tout cas, j'ai su faire un mélange pas mal. Et puis, étant donné que j'ai essayé quand même de parler aux gens qui connaissaient pas forcément, parce que c'est pas forcément quelque chose de bien connu, j'ai essayé de faire un montage pour illustrer ça du mieux possible. Donc il y avait vraiment de la création derrière plus poussée. Et c'était très intéressant à faire. Celle que j'ai le moins aimé faire pour les tournées, etc., c'est Star Butterfly. Ah, honnêtement, comme je dis, c'est pour ça que vers la fin, je me suis dit merde, quoi, j'ai plus envie de faire des réacs épisode par épisode, quand une partie importante des épisodes, c'était moi qui devais réagir à juste nos personnages qui font les débiles dans un scénario à la Bob l'éponge. Je vous jure, hein, répéter ça plusieurs fois, c'était casse-gueule, et au bout du compte, j'aurais dû me rendre compte. J'aurais dû me rendre compte beaucoup plus tôt qu'il fallait pas que je prenne autant de temps sur des merdes comme ça. J'aurais dû les passer beaucoup plus vite et passer plus de temps à décrire ce qui allait pas en termes de scénario, quoi. Donc voilà, Star Butterfly, ça a été une plaie à faire vers la fin, quoi. Ah, et même si la saison 4, honnêtement, et c'est là aussi que je regrette un peu la chose, quoi, celle qui m'a le plus plu, c'est celle sur laquelle j'aurais aimé passer plus de temps dans le détail. Seulement, je m'en suis pas rendu compte, quoi. Je me suis dit, merde, ça va être dans les mêmes eaux que les 3 premières saisons, où il y aura de la connerie qui gâchera le reste, donc merde, quoi, je vais passer ça vite. Alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose de plus sympathique. Donc voilà, quoi, celle dont je suis le moins fier, en termes de création, c'est Star Butterfly. J'aurais vraiment pas été contre faire ça différemment en connaissance de cause, mais ce que j'ai fait, ben voilà, c'est moi qui réagissais, qui m'énervait, pour des raisons honnêtement que je vais pas nier une seule seconde. Hein. Je vais pas renier une seule seconde de ce que je pense de cette série. Et j'aurais vraiment... Ça aurait mérité soit être plus court, ça aurait clairement mérité d'être fait différemment, au bout du compte, hein, par rapport à ce que j'ai donné au final. C'est un gâchis sur pas mal de points, même si je considère que ça se regarde, ça va. Hein, j'estime avoir fait des vidéos qui se regardent en termes de qualité, mais j'aurais pu mieux gérer mon temps sur plusieurs points, quoi. Et surtout sur la fin, ça m'agace un petit peu d'être parti là-dessus. Quels sont les Disneyphiles normaux et HS dont je suis le plus et le moins fier? Alors, les Disneyphiles normaux dont je suis le plus fier. Celui dont je suis le plus fier, c'est difficile à dire, j'en ai fait tellement. Enfin, je maintiens que celui sur Taram et les chaudrons magiques, c'était quelque chose. C'est ce que j'ai fait avec Chucky et Hal, honnêtement, sur La Belle et la Bête, c'est quand même une expérience particulière où ça a vraiment été décidé à l'avance, on a dû prévoir le texte, on a dû se rencontrer et lui faire quelque chose de particulier. C'est vraiment une coopération particulière, donc je pense que c'est celui-là, je vais dire, hein, le Disney film sur La Belle et la Bête dont je suis le plus fier. Celui dont je suis le moins fier, bon je vous aurais dit, fut un temps sans doute la V1 de Pinocchio. Je vais dire tout de suite maintenant, en prenant en compte le fait maintenant que j'ai une V2 de Pinocchio dont je suis bien content, bien fier. Celui dont je suis le moins fier, c'est le 49, top 10 des meilleurs et des pires films Disney. Après, c'est un peu... Je sentais que c'était un petit peu une obligation de faire ça pour amener au Disney Film 50, dont je suis super content. Mais disons que ouais, c'est déjà un Disney Film qui a perdu un petit peu en signification puisque ça a un petit peu changé mes goûts depuis. En redécouvrant les Aristochats et les nouveaux films sortis depuis.
Et, euh, et ouais, quoi, c'est un petit peu facile au bout du compte, un petit peu trop facile de faire ça. Voilà, j'ai le sentiment que c'était un petit peu important d'amener ça avant le 50, mais pas non plus super fier de celui-là. Les HS, celui dont je suis le moins fier. Alors, c'est vache de faire ça parce que ça revient à dire voilà, des gens ont payé pour me Disney HS, celui dont je suis le moins fier. Donc la personne qui a payé ça, elle s'est bien fait de blouser parce qu'elle m'a donné un truc dont je suis vraiment pas. Je suis pas aussi content par rapport à d'autres, donc c'est un peu salaud, mais je vais dire celui dont je suis le moins fier parce que c'était très difficile de trouver beaucoup de choses à dire en termes de blagues, en termes de qualité à énoncer. C'était la balade des Dalton. Voilà, hein, j'ai essayé de faire de mon mieux pour appuyer la chose, faire la critique, tout ça, mais c'était pas non plus le Disney Flash Test le plus ouf que j'ai fait, je le reconnais. Après, j'ai essayé de résumer le plus possible de trucs qui représentaient le film et tout, et c'est difficile, hein. C'est un film qui vaut le coup, hein, vraiment, mais c'est difficile de présenter un truc comme ça, des fois, c'était pas aussi inspiré que d'autres. Et celui dont je suis le plus fier, alors honnêtement, pour faire jaser, je pourrais dire le roi et l'oiseau, parce que je suis, en dépit du fait que je regrette vraiment une fois de plus d'avoir fait la blague des 34 ans de préparation, qui est une fois de plus très discutable, hein, je vous ramène à mon top 15 des plantages Disneyphiles, je maintiens que j'ai bossé pas mal pour faire passer certaines critiques que j'ai à faire, certains chipotages autour et certaines blagues qui vont avec. Je me dis, je vais prendre pour autre chose parce qu'il y en a d'autres qui m'ont plu à ce niveau-là. Moi, Moche et Méchant 2 aussi, hein, c'était particulier et assez libérateur de suivre sur ce film-là. Mais un truc qui diffère un petit peu, celui dont je suis le plus fier, je dirais David Copperfield. Voilà, David Copperfield, c'est un film de mon enfance. J'ai vu ce film je sais pas combien de fois. Et ouais, c'était quelque chose de revenir sur ce film et de le défoncer à la mode donc critique au détail, comme j'ai fait pour les autres, mais avec quelque chose que je connais à fond enfin, autant même plus que pas mal de films Disney que j'ai traités dans ma liste, hein. Donc voilà, j'estime avoir fait quelque chose de pas mal en termes de blagues là-dessus et ça m'a fait plaisir, vraiment. Celui-là m'a vraiment fait plaisir à faire. Ensuite, ouais, quelques petites questions par rapport à la mise au point. C'est quoi cette feuille? On dirait une carte au trésor. Alors, j'en reviens une seconde. Cette feuille-là, donc, c'est une feuille que j'ai depuis 3 ans. Et la seule raison pour laquelle je n'ai pas encore balancé, parce que voilà, je prends des tonnes de feuilles pour faire des notes et donc réécrire ça au propre sur mon ordinateur. Et en règle générale, quand j'ai plus rien à reprendre, bah, je la jette la feuille, hein. Et celle que j'ai depuis des lustres, parce que c'est une feuille sur laquelle j'avais pris des notes par rapport à d'éventuels futurs top retours qu'on me demanderait parmi les plus probables. Et tous les films sont tombés, sauf un. C'est-à-dire là-haut. Voilà, j'ai toujours ma liste de points positifs à dire sur là-haut. Hein, voilà, dans l'ordre, etc. Mais on m'a toujours pas demandé ça en top retour. Je pensais trop que ce serait un des premiers à tomber, mais non, toujours pas. Donc voilà pourquoi j'ai toujours cette feuille, et voilà pourquoi il y a des tonnes de traces de trucs que j'ai renversés dessus. Ça ressemble plus à rien, c'est à moitié déchiré. Je l'ai pour ça. Voilà, le petit délire par rapport à ça. Et comment pouvons-nous être sûrs que tu es en slip? Oui, on se pose des questions ici, monsieur. Bah, écoute, je vais prendre une photo et je te l'envoie, ok? Quelle est ma saga cinématographique préférée? Le Seigneur des Anneaux. Sans grande réflexion, hein, ça vient naturellement, ça. J'adore la trilogie, hein, si vous avez suivi mon top 15 des films live action. Et aussi, j'aime bien ce qui a été mis en plus dans la trilogie Le Hobbit, même si c'est clairement moins bon, hein, c'est sûr. Mais voilà, quoi. Globalement, cette saga-là me plaît beaucoup. Et avec ma trilogie préférée de tous les temps, de loin, et des films en plus qui sont moins bons, mais qui n'ont pas non plus trop à rougir personnellement. Ils devront faire des remakes live d'Atlantide et de Taram et le Chaudron Magique pour surpasser leurs aînés. On m'a déjà posé ça pour Atlantide, pour Taram. Là, c'est simple pour Taram et le Chaudron Magique, adapter réellement le bouquin,
Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est un passage en revue très basique et cervelé de quelques événements qui se passent dans les bouquins en enlevant presque totalement la substance, d'après ceux qui connaissent. Donc voilà, adaptez les chroniques de Prydain. Faites ça, j'en sais rien, une trilogie à la Seigneur des Anneaux ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, peut-être que vous ferez quelque chose de super avec ça. Le film en lui-même, Taram et Chaudron Magique, si vous voulez en faire un remake bête et méchant comme avec le reste, bah ça va être de la merde, hein. C'est simple. Mais bon, étant donné que Taram n'a pas connu un succès monstre, il y a quand même plus d'ouverture à ce que ce soit mieux fait par la suite et que ça diffère pas mal du matériau d'origine, c'est-à-dire le dessin animé, pour être plus dans le vrai matériau d'origine, c'est-à-dire les bouquins. Est-ce que je pense que le soutien du gouvernement chinois par Liu Yifei justifie l'appel au boycott du remake de Mulan? Je suis pas un spécialiste, j'avais pas fait gaffe à ça. Ah bon? Apparemment, ils sont pour ce film parce que ça met en avant la Chine. Euh, ouais, vous savez que c'était le cas avec le premier film animé aussi. Genre ça, il y a un truc particulier, il y a une histoire de propagande derrière qui est balancée dans ce film. Parce que je veux dire un truc, ouais, il y a pas mal de films, on ressent qu'il y a des changements, des voies qui sont prises pour être sûr de toucher le marché chinois. Et quand on fait ça, honnêtement, ça perd un petit peu de respect pour moi. Hein, ne serait-ce que je parle le film Doctor Strange, où on a changé un personnage de Tibétain parce que ce serait mal vu par le marché chinois. Par exemple, le film Avatar, le dernier maître de l'air, l'adaptation Le dernier maître de l'air, où on a changé les nationalités des différents camps parce que ça ferait plus plaisir au marché chinois et ça vendrait plus. Alors ça c'est un truc, je pense que de tous les arguments qu'a lancé Durandal, c'est le plus contre-productif qu'il a jamais fait. En disant ouais, l'adaptation ne peut pas se permettre ces trucs-là, contrairement à votre dessin animé pour gosses, parce qu'il y a un marché à toucher, quoi. Et donc tu viens de me dire clairement, de me balancer que ça n'a rien à foutre de l'intégrité artistique. Ce que ça cherche avant tout, c'est toucher un marché. C'est ça que ça dit en fait. Ok, donc vous voyez, ce qui me posait pas trop un problème, le fait qu'on change les origines ethniques des différents camps, grâce à ton argument, bah, c'est devenu un gros problème pour moi grâce à toi. Donc merci Durandal, hein, une autre raison pour détester ce film. En tout cas, ouais, quoi, je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été faits vraiment spécifiquement pour toucher le marché chinois là-dedans? Parce que voilà, prendre une histoire qui se passe en Chine, ça peut arriver, et c'était déjà le cas avec le premier film animé, donc je sais pas trop. J'irai le voir de toute façon pour me faire une idée, je pense. J'ai... Honnêtement, ça dépendra de ce que renvoie le film en fait. Si le film renvoie quelque chose de nauséabond et de pas bon, ben, à ce moment-là, oui, ben, faut le boycotter, mais c'est indépendamment de ce que du gouvernement, des personnes qui soutiennent ce film, je pense. Est-ce que je pourrais t'expliquer rapidement mon problème avec la logique temporelle dans Looper? Tu poses tellement de questions, Frédéric, je ne vais pas pouvoir te répondre à tout, hein. Dans le détail, je ne vais pas faire ça parce que je te jure que ça prendrait une demi-heure. Je peux te renvoyer, si tu parles anglais, à la vidéo de Your Movie Sucks. Tu tapes YMS Looper, tu vas avoir une vidéo de 20 minutes qui explique bien tout le problème de logique. Pas tout, pour moi il y a encore des trucs qui l'omet, mais une grosse partie du problème de logique dans cette situation, dans cette organisation temporelle qui est mise en place. Parce qu'il y a tellement de trucs qui vont pas, quoi. Pour moi, quelle est la meilleure actrice principale de la trilogie Descendants? Honnêtement, toutes les actrices ont rien de spécial pour moi. Elles font leur job acceptablement. Mais si tu me demandes d'en choisir une de façon forcée, je dirais Sophia Carson pour Evie, parce que, à part un tout petit peu dans le premier film où on sent qu'elle se cherchait, dans les films 2 et 3, elle était très solide. Alors que j'ai toujours eu des petits problèmes avec Mal et Uma dans les films 2 et 3, personnellement. Cite-moi deux problèmes que j'ai avec le prince d'Égypte par rapport aux matériaux de base, soit en termes de logique, en termes de morale. Oui, alors je vais me mettre à dos les religieux, mais c'est ça le truc, hein, une fois de plus. Donc très vite, en termes de logique, la façon complètement foireuse qu'a Moïse d'être accepté dans la famille royale comme ça, dire ce bébé qui vient, tout le monde va l'accepter, ça va devenir un prince, tout ça, tout ça.
Mais vraiment, quoi, l'adoption par fleuve, ça se fait comme ça et personne n'y trouve à redire. Le roi se dit pas, ouais, tiens, je vais pas accepter comme ça dans ma famille un gamin qui vient de nulle part, comme ça. Et c'est tellement facile et grossier pour moi. En termes de logique, il y a ça. Et en termes de morale, ben, je sais pas, la mort des premiers-nés, quoi. Genre, tiens, les catastrophes qu'on vous balance sur la gueule, ben, ça va toucher les personnages, les personnes les plus innocentes qui n'ont encore rien fait. Oh, mais quel Dieu miséricordieux, dites-moi! On pouvait pas juste faire un truc genre je tuerai la moitié d'entre vous, les dirigeants, les gens de sang noble, tout ça, comme ça vous voyez bien. Non, 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 non! Vos enfants qui n'ont rien fait, hein, dans votre cul connard, super Dieu, hein, et ça va, et c'est tellement pire avec le prince d'Égypte que les 10 commandements par exemple, où au moins dans les 10 commandements on montrait un Dieu assez vénère, alors que là on le montre doux et calme, et après ben, il bute les enfants innocents qui n'ont encore rien fait quoi. Je sais pas quel message ça renvoie, mais pour moi je vois que du négatif là-dedans, hein, dans cette façon de considérer le conflit. Hein. Voilà, hein, pour vous citer rapidement ça. Ah, et je peux citer d'autres trucs, hein, mais à nouveau, hein, on n'est pas là pour ça. Si des fans lançaient une pétition pour décanoniser RAL 2.0, est-ce que je les rejoindrais? Ça m'étonnerait que ça marche, mais s'il y avait moyen de faire ça, sans doute que je prendrais, parce que ça pourrait permettre de repartir sur de meilleures bases pour les mondes de Ralph. Après, honnêtement, je suis vaguement prêt à accepter la nouvelle situation de Ralph 2.0 et on peut faire une suite au topo, une série dérivée qui pourrait marcher malgré tout. Ouais, vous voyez, on pourrait faire une série avant Ralph 2.0 aussi, par exemple. Enfin bon, il y a des tonnes de trucs à faire sans décanoniser ça aussi. Quelle est la morale de À la poursuite de demain? Est-ce que je la mettrais dans mon top 10 des morales? C'était pas clair. Bon, est-ce que tu sais ce que c'est la morale de La poursuite de demain ou pas, vu comment tu le présentes? Donc, je vais partir du principe que tu sais, parce que pour moi c'est assez évident. Hein, c'est-à-dire reconnaissance du fatalisme ambiant et refus de tomber totalement dedans. Et sinon, oui, je mettrais dans mon top 10 des morales si j'avais compté les films live action, parce que j'adore cette morale, elle est très bien rendue, très bien faite. Quel est le planning plus ou moins exhaustif des Disney Films prévus pour les prochains mois? Donc j'en avais parlé en début d'année, j'ai plus de planning précis à vous poser. Je suis pas sûr de ce qui se passera dans 2 ou 3 mois là. Techniquement, je pense que jusqu'à septembre, j'ai quelque chose de prévu, mais je suis même plus sûr à 100%, quoi. En gros, là, vous allez voir Toy Story 4, La Reine des Neiges 2. Après, je reviendrai sur les films Mary Poppins et l'apprenti sorcière. Et sans doute après, la série Réponse, globalement ce coup-ci, pas seulement la saison 1. Voilà, après, j'ai rien de super clair de prévu. Sans doute la série Phineas et Ferb et les films dérivés. Je suis pas sûr encore de traiter la série et pas seulement les films. On verra. J'ai rien de précis. Rien de précis. Et est-ce qu'on aura un top 200 des meilleurs persos Disney? Non. Déjà que le top 100, il y a clairement possibilité que ça change un petit peu selon mon humeur, hein, parce que voilà, c'est difficile à poser. Top 200, c'est pas la peine, hein. C'est trop, hein. C'est trop pour moi. Est-ce qu'il y a des films ou des séries que je pense que j'aurais plus apprécié si je n'avais pas eu à en faire une vidéo? Parce que je ne serais pas forcé à regarder dans une période de temps donnée. Alors, je tiens à préciser une fois de plus ce que j'avais déjà dit, je ne me force pas à regarder des trucs à la chaîne, je ne me binge-watch aucune série, sauf si vraiment elle m'attire au point de vouloir regarder tout à la suite. Donc, non, il n'y a aucune série que j'aurais plus appréciée si je les avais découvertes par moi-même. J'aurais juste peut-être été un petit peu moins énervé de regarder ça un épisode par jour, un épisode tous les 2 jours pour certaines. Hein, parce que voilà, l'énervement aurait été plus espacé, mais ça n'aurait rien changé à l'énervement en regardant les épisodes. Hein. La bande à Dingo, voilà, je ne suis pas forcé à voir 3 épisodes par jour, hein, c'est sûr. J'ai pris des moments de pause pour pouvoir encaisser tout ça. Hein. Ça n'a absolument rien changé à mon appréciation. Hein. Hein, j'ai toujours détesté cette série, hein, quoi qu'il arrivait. Donc, ouais, non, je ne me force pas à regarder aucune série, honnêtement. Les séries que je me suis forcé un petit peu à regarder en continu, c'est celles que j'aurais arrêtées au fur et à mesure. C'est-à-dire que voilà, quoi, la bande à Dingo, j'aurais découvert cette série par moi-même, j'aurais arrêté au bout de 4 épisodes.
Mais vraiment, hein, je me suis dit non, c'est de la merde, je regarde pas cette merde plus longtemps. Pareil pour Star Butterfly et Witch. Je me serais dit, je vais pas regarder ça plus longtemps. Je me serais arrêté au bout de 4-5 épisodes en me disant, ouais, c'est pas pour moi. Vraiment, au bout d'un moment, ça va, les conneries. C'est ça le truc. C'est ça que ça aurait changé s'ils avaient découvert à mon rythme. Mon rythme, ça aurait été d'arrêter de les regarder, ces séries-là. C'est ça le truc, hein. Si je me force à les regarder, je fais passer un rythme trop effréné pour pas que ce soit gavant. Mais si je dois me forcer à regarder un truc, c'est que de base, j'aurais jamais regardé cette série en entier, moi-même, à un moment donné. Mes séries animées préférées hors Disney et hors animé, eh ben, je vous renvoie à mon top 15 des séries où vous voyez qu'il y a énormément de séries qui ne sont pas des animés et qui ne sont pas Disney et qui sont dedans. Donc voilà, Avatar, Urban Star Racer, Daria, etc. C'est dedans. Quelle vidéo m'a pris le plus de temps de travail? Ben, la 100e, parce qu'elle est beaucoup plus longue et qu'il y a eu autant de travail de montage que d'habitude sur chaque moment, quoi. Donc ouais, c'est la vidéo numéro 100 sur mon top 100 des personnages. Hein, c'est juste une question de durée. Est-ce que j'aime Zelda, la franchise Zelda? Donc ben oui, j'ai joué à pas mal de jeux. Il y en a certains que je trouve un petit peu surestimés, comme Majora's Mask et Ocarina of Time. Je trouve qu'on en fait un petit peu trop des caisses autour. Mais globalement, c'est des bons jeux qui méritent le succès qu'ils ont, hein, vraiment. Après, j'ai pas joué à tous parce que j'ai pas toutes les consoles et j'ai pas tout le temps du monde. Mais voilà, les jeux auxquels j'ai joué, ils sont bons. On sait que la franchise Ace Attorney est chère à ton cœur, mais quelle est ton enquête préférée et ton personnage préféré? Alors mon personnage préféré, alors honnêtement celui qui me fait le plus plaisir à regarder à chaque fois qu'il apparaît, c'est Franziska von Karma. J'adore cette fille. Mais bon, on la voit pas trop souvent par rapport à d'autres et j'avoue qu'elle manque un petit peu d'un développement de personnage. Surtout dans les derniers jeux où elle apparaît pas du tout. Donc ouais, mon préféré ce sera Phoenix Wright. Tout simplement, le héros central. Où ouais, j'apprécie ses réactions, j'apprécie le développement qu'on lui donne de quelqu'un qui passe de bleu à expérimenté, mais qui a toujours sa façon propre à lui de s'en sortir, et ses réactions assez drôles aux choses qui l'entourent. Honnêtement, je trouve que c'est un héros qui porte magnifiquement la franchise, personnellement. Et mon enquête préférée, ben, sans grande originalité pour les fans, ben, c'est la dernière enquête du troisième jeu, Trials and Tribulations, où tout se met en place par rapport à ce qu'on a instauré un peu dans le second jeu et majoritairement dans le troisième jeu, avec donc ces personnages, ces retrouvailles, ces manigances, ces confrontations de fin. C'est pour moi magnifique. Alors, sinon, pour rester plus dans le domaine de mes vidéos, quel format je préfère réaliser parmi mes différentes émissions, React, Disneyfield, etc. Si j'ai une préférence, bien sûr. Alors, le format que j'aime réaliser, ça dépend du moment. Des fois, je suis plus dans certains types de vidéos que d'autres. En ce moment, je vous cache pas que les vidéos que je prends le plus plaisir à faire, c'est les Total Splash. Voilà, c'est super fun à faire, honnêtement. Mais fut un temps, c'était Disneyfield. Les réacs, selon la série, elles étaient plus sympas à faire que l'autre, ça dépend. Voilà. Tout simplement. Que penses-tu de la série Gargoyles, produite par Disney? Penses-tu nous en parler un jour? Eh ben, sans doute. Le fait est que, voilà, soit j'en ferai des réacs, parce que voilà, j'ai un souvenir très, très faible, hein, un peu nébuleux de la série que j'ai suivie lorsque j'étais jeune. Et à ce moment-là, si c'est décidé en réac, je ferai une réac, donc épisode par épisode, pour vous en parler, dire ce qui me plaît, faire un bilan, tout ça. Et sans doute, si ça c'est pas décidé, si les gens veulent pas, je ferai un Disneyfield spécial dessus en me rattrapant ça dans mon coin. Ça se fera un de ces quatre, c'est sûr. Mais voilà, quoi, pour l'instant, j'en garde de bons souvenirs. Mais voilà, ce sont des souvenirs et qui sont un peu flous. Donc je peux pas t'en dire plus sur le coup. Que penses-tu de la chaîne Cartoon Network? Alors ça fait un moment que j'ai pas vu, donc je sais même plus exactement ce qu'ils diffusent. Je sais plus quelles séries ont été diffusées sur Cartoon Network en détail, je vous cache pas. Donc je peux pas dire avec exactitude. Sans doute qu'il y a pas mal de séries que j'ai appréciées dedans. Dans une de mes vidéos, j'ai montré ma haine pour le roi Julian dans Madagascar. Alors ma haine, c'est peut-être un petit peu excessif, disons qu'il m'agace un petit peu.
mais je le hais pas non plus, faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'il m'agace pas mal. Et c'est ce que ça veut dire que je vais faire des vidéos sur cette franchise? Ben non. Si à chaque fois je vais faire une vidéo sur une franchise dont j'ai évoqué un élément, je pense que j'aurai énormément de vidéos qui m'attendent sur la pile, hein. Non, c'est pas prévu, hein. Les vidéos sur DreamWorks, je pense vraiment pas faire ça dans le détail au bout du compte. Je sais que beaucoup de gens adoreraient. Surtout quand on voit ce qui est sorti dernièrement, je vous cache pas que je suis pas super emballé pour traiter ça en détail. Non, non, honnêtement, non, c'est pas prévu. Et si je devais être un personnage, mais pas quelqu'un de la planète au trésor, quel personnage je serais? C'est super vaste. Personnage Disney, un personnage au sens super large du terme. Ah, je sais pas, le docteur Manhattan dans Watchmen. C'est le mec, c'est quasiment un dieu, il sait faire absolument tout. En termes de pouvoir, c'est lui que je voudrais être. Sinon, il y a énormément de personnages de hentai qui ont été créés, qui ont des super pouvoirs, qui peuvent contrôler absolument tout, et sexuellement en partie. Ça, je ne serais pas contre être un personnage comme ça aussi, hein. Bon, en utilisant leurs pouvoirs un peu différemment, hein, mais... ouais, par exemple, tu sais, il y a énormément de possibilités, c'est super vaste ta question. Si je pouvais réaliser un film Disney, comment il serait mon film? Bah, il serait pas génial parce que je serais pas quelqu'un de super doué pour diriger les trucs, hein. Donc, ouais, pour un film animé, j'imagine que je ferais surtout confiance aux animateurs. Et ouais, je pense que le truc serait plutôt scénarisé. Là, par contre, scénariser un film, j'essaierai de faire de mon mieux pour scénariser un truc qui a de la gueule, qui prendra en compte, bon, certaines restrictions Disney, mais pour raconter quelque chose de fort et éviter les grosses facilités grossières comme dans Atlantide. Ce genre de truc, quoi. J'essaierai de faire quelque chose de peaufiné, de léché, et je sais pas, peut-être une adaptation de quelque chose qui me plaît bien. Mais bon, hein, c'est de l'ordre du rêve, hein, ça n'arrivera jamais. La référence culturelle que j'aime le moins dans un Disney... Laissez passer le Zinedine Zidane du plongeon! Aucune compétition. Moi qui adore le film Watchmen, qu'est-ce que je pense du gros changement scénaristique vers la fin? Alors, je vous préviens tout de suite, une petite alerte, on va spoiler pas mal la fin du film Watchmen. Et si vous ne connaissez pas, ne serait-ce que le film ou le comics, il faut, je pense, voir au moins l'un des deux. Je vous conseille de sauter la minute qui suit. Alors donc, à la fin de Watchmen... Attention, attention, attention. Dr Manhattan sert de bouc émissaire à la place de la créature Eldritch dans le comic. Qu'est-ce que je pense de ça donc? Eh bien, je suis sûr que ces réactions, j'ai déjà eu des réponses comme ça en commentaire, ça vient de l'analyse de Monsieur Bobine que j'ai vue. Voilà. Même si je vois où il veut en venir, je trouve qu'il donne trop d'importance à quelque chose qui, pour moi, est pas si gravissime que ça. Surtout quand on fait la comparaison, le comparatif entre les deux cas de figure possibles. Pour moi, oui, il y a des choses à redire dans la viabilité du projet sur le long terme. C'est exact. Mais c'est exactement pareil avec cette espèce de créature pieuvre géante dans le comics. Hein, c'est-à-dire que c'est une créature qui vient de nulle part, qui est inconnue, donc on ne sait pas comment la gérer, il y a une notion d'inconnu par la suite. Mais qu'est-ce qu'il va faire par la suite merde, j'ai oublié son nom. Le type qui va générer ça, il va continuer à la générer aléatoirement à certains moments pour dire « Ah, on attaque un endroit, j'existe !» Et il va faire ça jusqu'à la fin de sa vie, il va entraîner des gens pour faire ça. Il n'y a personne qui se dira, tiens, d'où ça vient ce truc-là, c'est quoi le poteau rose? Il y a des choses à faire sur le futur, éloigné de la chose. Et c'est un peu pareil pour Dr Manhattan. Oui, on connaît la menace, oui, on pourra peut-être essayer de prévoir des trucs contre ça, mais ça ne veut pas dire que Dr Manhattan n'évoluera pas plus, que Dr Manhattan... va être rattrapé aussi vite que ça, parce que bon là c'est une puissance quasiment divine qui est impossible à égaliser, c'est impossible de rivaliser avec celle-là pour l'instant. Et puis oui, Dr Manhattan il a cet avantage d'être quasiment éternel.
Voilà, donc il pourra toujours faire une apparition, montrer son pouvoir rapidement à quelques moments, quoi qu'il arrive aux autres justiciers, étant donné qu'il a l'air totalement partant pour le plan. Même si c'est pas impossible que dans un avenir aussi éloigné, il y ait les problèmes comme quoi il se désintéresse de la chose. Il y a des problèmes contre ça dans les deux cas, je trouve. Et je trouve qu'une approche comme l'autre est totalement valide. Je trouve que la façon dont c'est amené dans le film, par rapport au fait que Dr Manhattan se sent de plus en plus éloigné de la population, et ça rend bien la chose, et ça permet à la résolution d'avoir une dimension en plus, de rapprocher, d'imbriquer plus de choses, et ça rend la conclusion très intéressante pour moi. Oui, il y a des problèmes sur l'après-coup quand on y réfléchit, mais honnêtement, c'est pareil pour la créature Eldritch, personnellement. Donc voilà, si Monsieur Bobby le voit comme ça, si pour lui c'est un problème qui gâche le film de façon aussi notable, je vais clairement pas aller le contredire, hein, il voit ça comme il veut. Personnellement, je vois le problème qu'on peut avoir avec ça. Je trouve qu'il n'est pas si énorme que ça en comparaison au problème qu'on peut trouver avec le plan initial, et que ça change rien à la force du récit et ce que ça veut faire passer sur le coup. Bon, gros morceau ça. Est-ce que je trouve dommage l'absence de dimension subversive dans les films Disney? Un petit peu à certains moments, parce qu'il y a certains cas où ça pourrait être pas mal. Dans Dinosaures, par exemple, on pourrait faire un peu de subversion en disant que c'est pas simple de dire que toute personne ne doit être laissée derrière dans n'importe quelle situation. C'est vrai, mais il y a des situations, des cas où on peut écrire une histoire bien foutue, bien ficelée, sans être subversif. Voilà, La planète au trésor, pour moi, c'est un cas excellent par rapport à ça, mais il y a d'autres cas comme La Belle et la Bête et tout, où ça parvient à être très bon sans être subversif. Ça dépend des cas. Il y a des fois où, quand ça veut tacler des sujets trop graves, ouais, on sent cette espèce de côté dommageable, qui peut être un petit peu ennuyeux. Mais globalement, dans ce que Disney fait de mieux, ils peuvent s'en tirer sans cette dimension subversive, sans faire quelque chose de mauvais. Après, bien entendu, on parle de Disney Animation Studios, hein, des films animés, hein, parce que Disney, c'est des tonnes de compagnies, et je n'ai pas tout en tête, mais je suis sûr que parmi tous les films qu'ils ont produits, il doit y avoir des films subversifs quand même, hein. Qu'est-ce que je pense de la propriété intellectuelle? Alors, bah, c'est important. C'est important de faire valoir ses droits sur des choses qu'on a créées, qui nous appartiennent en termes d'art. Après, il faut faire gaffe à ne pas faire d'abus à ce niveau-là. C'est tout. Mais oui, c'est important. N'importe qui ne peut pas profiter comme ça d'une création à sa guise. Il y a des lois qui doivent se respecter. Après, il y a des mesures à adopter dans différents cas. Hein, dans le cas d'une critique où on utilise seulement des extraits et tout, donc le fair use, si vous connaissez la chose, ben oui, c'est pas reprendre une œuvre juste en tablant sur sa propre popularité. C'est essayer d'apporter quelque chose, une vision à l'œuvre, et à ce moment-là, il y a un peu besoin de montrer l'œuvre à certains passages. Voilà, si la propriété intellectuelle c'est important, il faut savoir bien la gérer au cas par cas. Je pense que c'est la chose que j'aurais à dire. Ne trouves-tu pas que la marchandisation des films et de l'art d'une manière générale empêche aux artistes créateurs et au public d'être maîtres de la production artistique et détériore le produit? Wouh, les questions, hein. Ah oui, non, mais j'aime bien, ça va dans l'intellectuel, ça me fait plaisir. Alors, oui, le fait qu'on vive dans une société capitaliste qui essaye de suivre des besoins populaires qui ont été vraiment définis et observés, ça peut mettre un petit peu en danger la recherche artistique d'une œuvre qui n'appartient pas totalement à son créateur, à ses créateurs à ce moment-là. Après, il faut quand même savoir s'adapter au public qu'on a pour arriver à leur donner quelque chose qui leur soit accessible, pas quelque chose qu'ils ont envie de voir, mais qui leur soit accessible. Et donc pour ça, il y a quand même un besoin de prendre en compte le public et de vendre ce film pour que le public puisse être attiré par ça et pour qu'on ait une marge de visibilité
Et ça montre aussi que on vit dans une société et que une œuvre, au bout du compte, c'est pour qu'elle vous appartienne pleinement, complètement. Il faudrait juste que vous la fassiez vous-même et que vous la montriez à personne. En gros, quoi, de résumer de façon grossière. Si on veut vraiment faire partager son œuvre à quelqu'un, il faut s'attendre à ce que cette œuvre soit interprétée par les autres et qu'à ce moment-là, il se crée une espèce de système qui montre certains besoins pour notre œuvre afin qu'elle soit reconnue à une certaine valeur. Donc voilà, ce côté marchandisation, comme tu le dis, c'est à un certain degré nécessaire pour que l'œuvre puisse être reconnue et qu'elle se contente pas de rester dans un cadre très limité. Après, quand c'est excessif, quand ça part trop vers il faut qu'on obéisse aux codes qui attireront les gens, il faut qu'on pense davantage à vendre le produit plutôt qu'à le rendre bien. Quand on tombe dans ces travers excessifs, ça perd trop de sa personnalité, de son identité, et à ce moment-là, ça devient quelque chose qui manque d'âme. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Pour moi, il y a quand même un compromis à faire et un juste milieu à trouver, où malheureusement, ça a tendance à partir plus du côté, oui, on doit penser à vendre le produit avant de penser à bien le réaliser. Il faut penser quand même à bien réaliser son produit avant de penser à le vendre, mais il faut quand même penser à le vendre un petit peu, quoi. C'est un équilibre à trouver. Y a-t-il des films en particulier que tu aimerais voir en remake live? Non. Voilà. Bon, ok, je suis pas contre une réadaptation d'un même matériau de base, mais faire un remake précis d'un truc déjà existant qui, pour moi, se suffit très bien à lui-même, en tout cas la plupart du temps, je suis pas emballé par l'idée, donc je m'en fous royalement, hein. J'attends aucun de ces films-là. Désolé. T'est-il déjà arrivé, en dehors du top des pires films Disney Animation Studios, de trouver une de tes anciennes vidéos obsolète à cause d'un avis, d'une nouvelle sortie ou tout simplement d'un changement d'opinion? Bon oui, à part ce top-là, top 10 des pires et des meilleurs films d'animation Disney, j'avoue que je n'ai pas trop en tête. Bon, il y en a certains qui auraient mérité d'avoir une petite mise à jour, c'est sûr, parce que dans les top 10, il y a des changements qui sont, mais les autres, honnêtement, j'essaye de voir à quel moment j'aurais pu traiter un petit peu mieux certaines choses. J'aurais clairement pu faire mieux sur pas mal de mes vidéos. Lorsque je les revois, je me dis, ah tiens, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais en soi, le propos central, je trouve pas que ce soit particulièrement obsolète. Disons juste que c'est perfectible. Il y a beaucoup de vidéos que je trouve perfectibles lorsque je les vois, c'est sûr, par rapport à mon niveau. Hein. Toutes mes vidéos sont perfectibles et pourraient être meilleures, hein, c'est sûr, mais par rapport à mon niveau, par rapport à ce que je pourrais faire, il y a pas mal de vidéos que je trouve perfectibles à ce niveau-là, mais pas au point d'être obsolètes. Feras-tu une V2 de tes différents tops avec les films Toy Story? Feras-tu d'autres V2 de tes Disney Films, si oui, lesquels? Alors déjà, une V2 de mes différents tops, non, c'est pas prévu. Oui, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu vieillots sur les bords, mais ouais, quoi, je vais faire une V2 de mon top 10 des meilleurs et des pires films Disney Animation Studios. Voilà, j'ai fait la petite mise à jour dans une vidéo. Je vous conseille de regarder rapidement le début ou la fin, je sais plus exactement, de ma vidéo Aviatiette sur HAL 2.0 pour avoir une idée de quelle est ma liste des pires films Disney Animation Studios maintenant, mise à jour, mais au bout de pour moi, ça vaut pas le coup de faire une V2 de ça, quoi. Le concept de base était assez simplé, quoi. Sinon, oui, d'autres V2, plus beaucoup. Bah, faut bien savoir quand même que les vidéos, c'est pour revenir sur les premières vidéos qui avaient vraiment, pour moi, besoin d'être refaites, quoi. Il y avait un besoin important de mieux me mettre en avant pour commencer. Et ouais, je vais pas faire ça tout le temps, quoi. Donc, ouais, après Toy Story 3, j'ai fait en V2 il y a pas longtemps, je pense que je vais juste faire, dans un futur plus ou moins éloigné, des V2 sur les films Pocahontas, ce sera terminé.
Si j'en ferai pas plus, ça me surprendrait beaucoup, hein. Je vois pas ce que j'aurais envie de faire en V2. Sauf si, à ce moment-là, dites-le moi, dites en commentaire si vous trouvez qu'il y a un film qui mériterait clairement d'être en V2. Et pas seulement parce que vous n'êtes pas d'accord avec mon opinion, mais parce que vous trouvez qu'il y a des choses qui ont été mal présentées, ou qu'il y aurait plus de choses à dire sur tel point, ou sur d'autres. Peut-être ça, mais honnêtement... voilà, Pinocchio c'était celle qui le méritait le plus et donc je suis content d'avoir fait ça. Maintenant que j'ai fini avec les premières vidéos qui méritaient clairement d'être améliorées parce que c'était même le début, j'étais encore très balbutiant, maintenant c'est bon quoi. Voilà, Pocahontas et Pocahontas 2 pour histoire de dire et après ce sera fini. Quels sont les films que tu n'as jamais vus mais qui pourraient t'intéresser à l'idée de les traiter en liste HS? Ben, étant donné que je les ai jamais vus, c'est difficile à dire, hein, j'ai pas d'idée précise en tête. Si jamais tu comptes faire un sondage sur les films DreamWorks, verras-tu tous les films du studio? Eh ben, c'est sans doute. En fait, je pense que c'est la raison pour laquelle je fais patienter aussi longtemps ce sondage-là qui coule de source. Honnêtement, le sondage sur les films DreamWorks, en sondage HS, hein, où on ne traitera pas Disney, maintenant qu'on fait ça depuis quelques temps, il coule de source celui-là. Par contre, ouais, il faudrait que je me rattrape tous les films DreamWorks que j'ai pas vus. Et ça va être une plaie, je pense. Ça va être une putain de plaie. Oui, parce que ceux que j'ai pas encore vus, ils me donnent pas envie, hein. Sait-on jamais, peut-être que ça me surprendra, hein. Peut-être que Capitaine Super Slip me surprendra et que ce sera bien. J'y crois pas du tout. Donc oui, il faudra que je rattrape ça avant de lancer le sondage. Donc c'est pour ça que vous l'aurez pas tout de suite celui-là. Et concernant Nadia et le secret de l'eau bleue, l'épisode L'île de Marie mérite-t-il une place dans ton top 15 des persos des moments mouchoirs? Si oui, à quelle place? Alors je pense pas, hein, ça doit pas être loin, mais je pense pas. Je pense que ce serait allez, 16, 17, un truc comme ça. C'est toujours difficile à dire, quoi. C'est un moment très fort qui m'a vraiment fait chialer. Mais aussi dans le même genre d'idée, je pourrais vous parler d'une série que j'ai regardée il n'y a pas très très longtemps. Donc après ma liste du top 15 des moments mouchoirs qui s'appelle Anohana. Qui m'a fait chialer comme une madeleine à la fin, hein. Alors l'épisode final, pouah, ah, c'était encore pire que l'île de Marie. Et celui-là, il devrait se trouver dans mon top 15, je pense, hein. Il supplanterait une place, hein, cet épisode-là. Voilà, on découvre toujours des moments qui vous font chialer. Récemment, je me suis vu le film animé d'ici, La mort de Superman. Et ouais, c'était déjà 1000 fois mieux fait que ce qui a été fait dans Batman v Superman à ce niveau-là. Et oui, le moment fatidique qu'on s'attend un petit peu à voir vu le titre, eh ben, il m'a fait chialer lui aussi, quoi. Et tu tomberas toujours sur des moments qui te font chialer, c'est difficile de faire la liste, une liste d'importance par rapport à ça. Je pense que l'île de Marie, ouais, c'est un moment fort, mais pas au point d'être tout à fait dans mon top 15. Pourquoi est-ce que tu postes presque toujours mes vidéos aux alentours de minuit et demi? Mais pour faire chier le monde! Parce que j'adore emmerder les gens. C'est juste que c'est une horreur qui me plaît, quoi. Le truc que je me dis, c'est que, voilà, je veux sortir mes vidéos tous les samedis, parce que c'est comme ça, mais étant donné que j'ai envie de les sortir le plus vite possible, mes vidéos, samedi, mais à minuit 15, hein, minuit 15. Voilà, c'est tout, faut pas chercher plus loin, quoi. C'est une horreur que je me suis fixée comme ça. Je suis du genre à dormir assez tard, donc ça me dérange pas de découvrir ces vidéos à cette heure-là. Et puis bon, hein, si vous êtes du genre à vous coucher tôt, vous pouvez découvrir la vidéo le lendemain, vous savez, ça change rien. Est-ce que j'ai déjà répondu à ça? Je ne vais malheureusement pas à la Japan Expo et c'est pas prévu dans l'absolu tout de suite, malheureusement. Penses-tu faire un Disneyfield spécial Halloween? J'aurais pas de carton précis pour ça, je pense, mais ouais, je vais traiter un film d'horreur pour Halloween. Voilà, hein, un film spécial qu'on attend que je traite depuis pas mal de temps. Je vous laisse deviner un petit peu ce que c'est. Hein, donc c'est pas sûr à 100%, mais je suis presque certain que ça va être le fameux film. Sinon, penses-tu faire un top sur les fausses morts les plus frustrantes et énervantes chez Disney? Peut-être. Peut-être. C'est pas prévu, honnêtement. Disons que j'aurais un peu de mal à avoir beaucoup de matière à dire quelque chose dessus. Mais c'est pas totalement impossible à envisager, ça. Est-ce que je connais les romans Disney Twisted Tales ou Disney Villains? Non. Deux noms seulement. Et le concept a l'air très sympathique. Faudrait que j'essaye d'y jeter un œil, un de ces quatre. Mais bon, à nouveau, je suis pas un grand lecteur, quoi. Faut pas vous attendre à ce que je lise des romans tout le temps. Mais ça pourrait peut-être être une voie à envisager, un de ces quatre.
en réac ou autre chose, quoi, découvrir un roman et donner mon avis dessus. Par contre, ça me demandera du temps, hein, parce que lire un bouquin, ça prend pas, ça prend pas une demi-heure. Hein. Quelle est la série la plus frustrante pour toi entre Star Butterfly et Nadia et le secret de l'eau bleue? Je le dis clairement, Star Butterfly est la série la plus frustrante que j'ai vue. C'est pas la plus énervante du monde, hein, la plus énervante, la plus mauvaise que j'ai dû me voir jusqu'au bout. Hein, c'est la bande à Dingo, une fois de plus. Mais voilà, c'est la plus frustrante parce que ça amène tellement de choses intéressantes et ça chie tellement sur son ambiance, quoi. Je peux pas ne pas être agacé par ça. Nadia et le secret de l'eau bleue, c'est frustrant, à un degré moindre, c'est sûr, mais c'est frustrant. Mais comme je l'ai dit, toutes les séries que j'ai traitées, à part Game of Thrones, ont une dimension frustrante pour moi. Réponse, la série de la bande à Picsou 2017. Alors, j'ai pas encore vu les séries en entier. Si je dois les juger par rapport à leur première série, je préfère un petit peu la première saison de la bande à Picsou 2017. Mais il faudra que je voie les séries en entier pour me faire une idée précise. Qu'est-ce qui m'a fait m'intéresser à l'animation? Parce que je regardais ça quand j'étais tout petit, et contrairement à la plupart des gens qui ont grandi en se disant «Ah, c'est un truc pour les tout petits et c'est tout, et on s'en fout maintenant», moi j'ai grandi en disant «Ouais, c'est cool, et en plus de ça, c'est pas seulement un truc qui m'amuse en tant qu'enfant, quoi, c'était plus que ça». Donc en grandissant, je n'ai pas perdu mon intérêt pour ça, ce qui fait que en étant adulte, j'arrive à apprécier toujours l'animation, même si je ne suis plus un gamin, contrairement à d'autres. C'est pour ça que je m'intéresse à l'animation. Mais voilà, depuis tout petit, je m'intéresse à l'animation, hein, parce que j'en vois comme beaucoup de gens, quoi. J'ai découvert ça avec les films Disney et d'autres. Est-ce que j'aime les frites? Oui, mais avec de la mayo, bien sûr. Bon, en étant sérieux 5 secondes, en relation avec l'évolution du divertissement, jeux, livres, films, etc., te considères-tu comme étant optimiste ou pessimiste concernant son devenir? Eh ben, un peu les deux. C'est-à-dire, je pense que l'art évolue en dents de scie. Il y aura toujours des pics de qualité, des hauts et des bas qui se ressentiront à chaque nouveauté, à chaque évolution de la mentalité du public. Donc voilà, là je pense qu'on est en termes de créativité plutôt à un creux. Hein, c'est-à-dire que ouais, c'est pas génial, mais qu'on remontera, qu'on trouvera de nouvelles façons d'être créatif et d'aller plus loin que ça. Donc voilà, ça risque de dégénérer peut-être un peu plus, mais ça remontera. Je pense que c'est un petit peu ça, quoi. Et on a déjà eu ça avant, on a des périodes fortes et moins fortes dans le cinéma avant. Hein, c'était pas que des décennies glorieuses à chaque fois dans le cinéma avant maintenant, quoi. Faut pas exagérer. Pourquoi tu n'es pas particulièrement fan d'Harry Potter? Parce que je trouve pas les personnages particulièrement profonds et subtils. Parce que le concept de jeune héros choisi, élu, j'ai vu ça des tonnes de fois et je trouve pas que ce soit fait de façon particulièrement extraordinaire et prenante dans ce cadre-là. Voilà, après je trouve que ça va, c'est pas mal, hein, ça se suit bien, mais il n'y a rien dans le concept, dans le développement des personnages que je trouve sensationnel là-dedans. À part un peu pour Severus Rogue. J'avoue que lui il est intéressant, même si dans les films il y avait clairement moyen de développer un peu plus certains points. Mais en dehors de ça, je trouve qu'aucun personnage n'a un développement ultra saisissant et que les situations soient extraordinaires, à titre personnel. Mais ça se suit bien, hein, c'est pour ça que je suis allé voir les films au ciné la plupart du temps. Alors, quel est pour moi le meilleur et le pire Harry Potter? Le pire, le prince de sang mêlé, c'est ça. Il y a tellement de trucs qui vont trop vite, on nous passe en expédier énormément de choses, et j'en sais rien quoi. Il y a un personnage important qui vient de mourir, et juste après il y a Ron qui fait une blague, il y a tel personnage qui a envie de sortir avec toi, Beaucoup de trucs vont trop vite en fait. Et ça n'a pas autant de force que ça pourrait. Je pense qu'il est très frustrant à cause de ça. Le meilleur, ben, j'hésite entre le 2 et le 4. J'aime bien le 2 parce que ça raconte quelque chose d'assez fort avec une sorte de légende urbaine. Et j'adore le nouveau prof qui reste un petit moment seulement. Mais je sais pas, je trouve très fun le nouveau prof et la façon dont il joue là-dedans. Et le 4...
par rapport au développement qui est fait, en dépit des petits problèmes de mise en scène qui sont un peu grossières. Et j'aime beaucoup le développement qui est fait par rapport au retour d'un certain personnage, comment c'est amené et comment Harry Potter le vit là-dedans. Même si, oui, j'ai vu les critiques sur le fait que ouais, c'est un peu grossier, que ça va pas très bien. Mais une fois de plus, aucun de ces films n'est génial pour moi, quoi. Voilà, ils sont tous, ils oscillent tous autour du pas mal. Il n'y en a aucun que je trouve affreux ou mauvais. Il n'y en a aucun que je trouve exceptionnel. Donc voilà. Mais bon, je pense que c'est quand même le 2 que je préfère. La Chambre des Secrets, c'est ça. Voilà, donc si je devais choisir, mon préféré c'est La Chambre des Secrets. Le moins bon, c'est Le Prince de Sang Mêlé pour moi. Voilà. Rapidement. Hein, après, une fois de plus, je les ai pas vus 50 000 fois. Hein. Hein, j'ai pas non plus analysé ça en détail, une fois de plus. Hein, c'est pas une saga que j'adore. Hein. Que penses-tu de la prélogie Star Wars? Est-ce que tu la considères comme ratée? Non. Je la considère comme étant du bon divertissement et des films corrects globalement. Le troisième étant très sympathique et sans doute mon préféré du lot. Mais bon, il faut bien comprendre une fois de plus que je suis loin d'être un super fan de la saga Star Wars. Hein. Je trouve que ce sont de bons divertissements qui se regardent bien, avec des personnages un peu mémorables, mais à aucun moment j'ai trouvé l'histoire aussi sensationnelle, aussi mirifique que d'autres. Et les concepts mis en place, même s'ils sont intéressants, je trouve qu'on a fait beaucoup plus intéressant en termes de conflit, en termes de développement de personnages que dans ces films. Personnellement, hein, que ce soit la trilogie originale, la prélogie ou la postologie. La postologie a quelque chose de vraiment sympathique qui était entamé dans le 8e opus pour moi, mais ça a été totalement gâché dans le 9e, donc je m'en fous maintenant. Honnêtement, je maintiens qu'il y a quelque chose qui mérite d'être reconnu dans le 8e film, mais maintenant avec le 9e film, ça vaut plus grand chose au bout du compte, cette trilogie. Et la prélogie, ben, c'était du bonus, discutable sur pas mal de points. Il faut arrêter de faire, de jouer les aveugles sur les problèmes de la prélogie quand même au bout d'un moment, de la part de certains. Mais c'est rattrapé par de bons moments de divertissement et d'action qui passent bien. Voilà, quelques moments de personnages aussi qui vont bien, j'apprécie ça. Ça, c'est pas tout à fait au même niveau que la trilogie originale qui est bien sans plus pour moi. Là, c'est correct globalement, avec quand même un bon niveau pour le troisième film, mais c'est pas mauvais. Voilà. Quand tu parlais des remakes live action à l'avenir, en Disney Field, etc., si s'il y a des gens qui peuvent être intéressés par ça, je peux essayer de faire des espèces de pseudo-présentations un peu à la réac, mais honnêtement, je suis pas chaud à l'idée, hein. Sincèrement, c'est mal barré. Sincèrement. Alors, mon classement des personnages de Winnie l'ourson. De quelle heure du pire au moins bon, alors comme ça de tête, donc en numéro 1 Winnie l'ourson, toujours. Numéro 2 Maître Hibou. Vraiment, pas si loin que ça en plus. Numéro 3, Tigrou. Oui, il a eu un bon film, mais en dehors de ça, il est particulièrement irritant par rapport aux autres. Numéro 4, nous avons donc Coco Lapin. Ensuite Porcinet. Puis après Petit Gourou et Maman Gourou. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, il y a Jean-Christophe aussi qui est là, il sert à quelque chose, il sert à rien la plupart du temps. Voilà. On a fait le tour, c'est bon. Est-ce que Winnie l'ourson est toujours le personnage que je déteste le plus après voir le film? Oui. Alors, en toute sincérité, c'est toujours le même comportement, le même caractère qui me débecte chez lui, que je peux toujours pas blairer, quoi. Après, on me met dans des situations, des histoires où c'est pas aussi irritant que dans le premier ou le deuxième film Disney Animation Studios, mais il reste toujours aussi gagnant pour moi, Winnie l'ourson, hein, facilement. Mes persos préférés de Dragon Ball, alors si vous avez suivi, vous devriez savoir que mon préféré c'est Piccolo. Derrière, il y a Krillin en numéro 2. En numéro 3, c'est un peu plus difficile. J'hésite entre Sangoku ou Sangohan. Disons que Sangoku, voilà, Sangoku, il est présent depuis le début, j'aime beaucoup, ouais, Sangoku en numéro 3. Alors, qu'est-ce que je pense de l'idée de Disney d'adapter le manga en live? C'est vrai ça? Je... C'est pas que ça... C'est impossible à faire, c'est juste que je vois
difficilement comment ça pourrait vraiment marcher, ne serait-ce que visuellement. En termes d'histoire, on peut faire quelque chose de bien en y mettant les moyens, en termes d'effets spéciaux, etc. etc. hein. Je veux dire, ils ont fait de très bons moments d'action qui passent nickel avec les effets en images de synthèse. hein. Si on y met les moyens, ça peut avoir quelque chose. hein. Le truc avec Dragon Ball Evolution, c'est qu'on n'a pas mis beaucoup de moyens aussi. hein. Ça jouait pas mal. Bon, l'histoire était mal écrite aussi, mais ça jouait pas mal aussi le fait qu'on n'ait pas mis de moyens. Donc, ouais. Honnêtement, je suis pas particulièrement emballé. Je trouve que Dragon Ball, ça va, quoi. Le manga est terminé, il n'y a plus rien à rajouter. Dragon Ball Super, c'était déjà trop. Même Dragon Ball GT, c'était trop hein, pour moi, hein, même s'il y avait des trucs un tout petit peu intéressants à déceler là-dedans, c'était quand même de trop et pas super bon. Voilà, j'ai tiré sur la corde comme ça, je trouve ça idiot. Essayer d'exploiter ça, c'est logique, mais j'en pense pas grand-chose, quoi. J'arrive sans doute pas à voir ça. Des films Disney ou Pixar qui ont le potentiel de générer de bonnes séries. Et bon, en termes de films Disney ou Pixar, facilement des séries de super-héros avec Les Indestructibles et les nouveaux héros. Il y avait le potentiel de générer une bonne série avec les nouveaux héros. Ils l'ont pas fait, en tout cas pas la première saison pour moi. Mais il y a le potentiel de générer quelque chose de bien. J'ai clairement pas envie de voir la saison 2, la saison 1 m'a vraiment pas plu quoi. Ouais quoi, il y a des cas qui peuvent aller quoi. Bernard et Bianca, même si je trouve pas les films ouf, il y a moyen de générer une bonne série autour de ça sur le concept quoi. Des souris qui aident aux quatre coins du globe certains cas, ça a vraiment de quoi générer une bonne série. J'ai rien de précis en tête, mais voilà. Sinon, autre chose en matière de Disney, de Pixar. Pixar, honnêtement, à part les Indestructibles, pas grand chose en fait, hein, pour moi. C'est la plupart du temps des histoires qui sont bien contenues en elles-mêmes et qui suffisent. Donc, ouais, je vois pas beaucoup de ces films-là générer des séries à part les Indestructibles. Voilà, après, c'est juste, voilà, le potentiel, est-ce que ça réussit, c'est différent. Je m'attendais vraiment pas à ce que Réponse génère une série quelconque, parce que je voyais pas le potentiel là-dedans. Et pourtant, ça a réussi à quelque chose qui marche bien, en tout cas dans la première saison. Je peux pas dire pour les saisons 2 et 3 une fois de plus, mais c'est quand même bien parti. Est-ce que j'aime des contes musicaux à la Émilie Joly ou Le Soldat Rose? Ben, je te cache pas que je suis pas trop ça, donc je suis désolé, j'ai pas vraiment d'idée pour ça. J'ai dit que j'aimais les musiques des années 80. Est-ce que j'ai une préférence particulière? Image, à fond. Oh ouais, capitaine abandonné. Oh ouais, mets des ailes à ton voilier. Je les adore, hein, si je devais en choisir un. Est-ce que j'ai vu sur YouTube quelqu'un qui avait le même avis que moi sur un Disney? Eh ben, très souvent. Vous partez du principe que j'ai tout le temps des avis qui divergent de la majorité. Je suis désolé, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, j'aime des films comme beaucoup de gens. Pas mal de gens sont avec moi pour reprocher certaines choses à La Reine des Neiges, mais dire que malgré tout, il y a des choses qui sont bien dedans. Toy Story 3, énormément de gens adorent le film comme moi. Énormément de gens trouvent que La Belle et la Bête est un super film, hein, et je suis loin d'être le premier youtubeur à avoir fait une critique positive dessus. Je suis loin d'être le seul youtubeur à penser qu'un film comme La Belle et la Bête 3 c'est de la merde. Des fois je suis de l'avis majoritaire, et ouais, il y a beaucoup de youtubeurs qui suivent un petit peu dans cette idée-là, hein, sans être influencés par moi, simplement parce que j'en ai dans la même approche. Et même des fois, quand je suis un petit peu à contre-courant, entre guillemets, je suis pas la seule personne à avoir ce genre de réflexion. Hein, je veux dire, Toy Story 4, je suis pas la seule personne à avoir des problèmes avec certains points de ce film. J'ai vu des critiques qui ont pointé ça aussi. Atlantide, l'Empire perdu, Bolshevik, il me semble, il a fait une critique qui était un peu plus mitigée que la mienne, donc il était moins négatif que moi, mais reprochait des choses très similaires à ce que j'ai reproché au film. Donc, ouais, quoi, mon avis rejoint à de nombreux moments par d'autres youtubeurs. Hein, je suis loin d'être une espèce d'ovni, d'alien qui a sa propre opinion sur absolument tout, faut pas exagérer, quoi. Sérieusement. Donc voilà, c'était la dernière question. C'était long, hein, vous étiez nombreux à participer, ça fait plaisir. Je vous en remercie. Je ne sais pas quoi rajouter
à part que c'était assez épuisant, ça va demander beaucoup de temps de montage ce truc-là. Malheureusement, je vous remercie d'être aussi nombreux, de continuer à me suivre. Je vous avertis une nouvelle fois que ces mois de juillet-août vont être un petit peu moins fournis que d'habitude parce que j'ai besoin de prendre quelques vacances, de faire un petit peu autre chose que ma chaîne à côté. Et j'espère que ça vous déplaira pas trop. Je garde quand même pas mal de choses et je pense que vous devriez en avoir pour votre compte un tout petit peu quand même. Et je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. À très bientôt. Au revoir.